Merci beaucoup d'assister à cette table ronde textile selon le principe que l'on décrivait en fin de matinée, c'est-à-dire après avoir vu le cadre, les enjeux. L'idée maintenant est de se concentrer sur des secteurs particuliers pour rentrer dans quelque chose de plus matériel et de situé avec des acteurs, des produits, des territoires, des flux, et voir comment on peut croiser ces éléments-là. Nous avons la chance d'avoir un propos introductif par Alberto Fabio Ambrosio, qui est dominicain, qui est professeur de théologie et d'histoire des religions à la Luxembourg School of Religion and Society, et qui est co-directeur de recherche au Collège des Bernardins, spécialiste de l'islam et de ottoman et turc, et depuis un certain nombre d'années qui travaille sur la question de la mode éthique. Il a publié récemment un livre qui va être bientôt traduit, c'est cela, sur la théologie de la mode, et l'idée était de lui demander d'avoir un propos qui permet de déplacer finalement le questionnaire dans ce lieu, le Collège des Bernardins, où on croise des manières différentes et un peu décalées de poser les questions. Merci beaucoup, Alberto, la parole est à vous. Merci Grégory, merci pour cette invitation. Que la mode ait besoin d'une conversion écologique semble aller de soi pour un certain nombre d'entre nous. Deuxième industrie la plus polluante au monde, le système d'exploitation en vue de la production de vêtements dits à la mode transforme cette pollution en un désir, un imaginaire peut-être encore plus polluant que n'est l'objet de luxe lui-même. En effet, la production industrielle en question, à savoir le système de la mode tel que l'a mis en place un système économique à la fois capitaliste et libéral, consiste peut-être à créer des produits, objets, vêtements, accessoires, relevant tant du luxe que de la fast fashion, mais certainement davantage encore un imaginaire fait de rêves, de désirs, de célébrité, de succès. Cet objet, le vêtement à la mode, aide à la production de ce rêve, lequel à son tour nourrit évidemment le besoin d'acquérir, d'acheter le produit, la marchandise, au-delà du travail que celle-ci représente. Le rêve, l'imaginaire desservent la production matérielle ou artisanale, quelle qu'elle soit. Et celle-ci fournit les éléments pour produire ce rêve, dans une spirale sans fin. La croissance, d'un côté, comme Serge Latouche l'a bien montré dans « Comment réenchanter le monde, la décroissance et le sacré », la croissance donc représente la possibilité de réenchanter le monde issu de la modernité sécularisée. Max Weber est le premier sociologue qui parle du désenchantement du monde comme d'un résultat de la sécularisation, où les religions n'ont plus la capacité d'élaborer un discours capable d'enchanter la vie et le monde. Or, si la croissance et surtout l'idée de progrès d'où elle procède a été enveloppée d'une aura de sainteté, la décroissance pourrait, elle aussi, constituer une aubaine, une solution pour le monde contemporain assiégé par le dérèglement climatique et la peur panique d'une fin imminente. Or, la question n'est pas de savoir comment, par quel récit enchanter ou réenchanter le monde, même si l'humanité montre à l'évidence qu'elle a toujours besoin d'un cadre philosophique ou religieux pour comprendre son expérience. La question, dans le cas de la mode polluante, est d'enclencher des nouvelles pratiques. Il est intéressant à cette fin de remarquer que les livres publiés les dernières années en France, en particulier, et qui s'intéressent à la mode éthique, la green fashion, sont surtout des guides pratiques qui ne laissent comme somme toute qu'une modeste place à ce qui serait une véritable réflexion proprement éthique. Je suis intervenu sur ces sujets l'an dernier lors d'un colloque portant sur mode, éthique et étiquette, où, dans ce colloque, j'ai montré les racines philosophiques et religieuses d'un certain nombre de discours liés à la mode éthique et de quelques pratiques autour de la mode éthique elle-même. La réflexion véritablement éthique, c'est-à-dire la green fashion, s'appuie sur une véritable pratique qui, elle,
comme on peut s'y attendre, prend pied également dans une compréhension de la mode et de l'éthique, c'est-à-dire on ne fait jamais de pratique sans un cadre philosophique. Or, la mode éthique, celle qui se caractérise, autrement dit, par les pratiques ordinaires de conversion, de changement, en ce qui concerne la production et surtout la consommation du vêtement, ainsi que son utilisation, ne peut aucunement se passer d'une vision plus ample, dépassant les simples conseils pratiques ou techniques. Du moins, c'est mon propos. La véritable Fashion Revolution, qui n'est pas le mouvement représenté ici par Catherine Doriac, donc la véritable Fashion Revolution ne peut que s'inscrire dans une évolution des mentalités, une révolution qui n'est autre que l'antithèse de la croissance industrielle dans le domaine de la mode, l'antithèse de la mode même, faite de collections succédant aux collections, de création d'un imaginaire constant, permanemment en évolution. Il faut dire ce qu'il en est. Le progrès, tout comme la croissance, sont des croyances de l'époque moderne et contemporaine, de la modernité économique. À cet égard, à une croyance, on peut toujours en opposer une autre, la décroissance ou la rareté, ou je dirais un certain minimalisme qui peut rimer avec une pauvreté volontaire qui ne signifie nullement indigence ou paupérisme. Comme l'explique bien Baptiste Milondo dans une longue introduction au texte inspirateur de Walter Benjamin, Le capitalisme comme religion, ce qui est à déconstruire, à déstructurer, est la croyance en l'homme economicus, avec toute la ribambelle de corollaires qui s'en suivent. L'abondance comme croyance fondamentale et le rejet de son opposé, la rareté, le progrès, la monnaie, l'accumulation et ainsi de suite. Or, il est vrai que l'on ne peut pas parvenir à reconstruire une économie du jour au lendemain. Et donc la mode devra se réformer par étapes, en faisant aussi un calque. D'une économie circulaire reposant sur l'accumulation et le prêt-à-jeter du vêtement contemporain, il faut parvenir, et certains le pratiquent déjà, à une production respectueuse du milieu naturel et de l'environnement humain. Et ce n'est pas tout. Rien n'empêche d'opposer à ces comportements dépassés des pratiques ordinaires de réparation, de recyclage, de réutilisation, les 3 R, qui sauraient apprendre un système nouveau ou mieux adapté au cycle du vêtement lui-même. Et à partir de ces pratiques, remonter à l'évolution ou à la révolution des mentalités, jusqu'à prendre en considération que nos usages vestimentaires tissent à la fois notre habitat et nos habits. J'ai ailleurs exploité la racine étymologique et le champ sémantique de « habit », qui est celui-même d'habitat, et encore d'habitus, et donc d'habitude. Du latin habitus, l'habitus est une action répétée que l'on possède, qui finit pour nous faire posséder quelque chose. La vertu, diraient les latins, les scolastiques, d'après Aristote. Habere, c'est bien le verbe avoir, qui est derrière ce mot, tous ces mots sont constitués à partir du verbe habere, et qui ont un énorme retentissement, surtout dans les sciences humaines et sociales. On sait à Pierre Bourdieu, l'habitus, l'habitude, etc. L'habit est ce que l'on possède, tant comme habit ou vêtement que comme habitude. Il faudrait dire comportement réitéré. On peut donc formuler l'hypothèse selon laquelle nos habitudes, nos comportements habituels concernant nos habits finissent pour avoir un impact sur l'habitat. Et ce n'est vraiment pas un jeu de mots. À ces propos, je tiens à citer Thierry Pacaud, qui propose en fait une étymologie qui résonne comme une généalogie du terme. Je cite, « Le terme d'habitation provient du latin habitatio et exprime le fait d'habiter, la demeure. Le mot habitué a longtemps signifié habiller, comme son étymologie latine le laisse entendre. Mais habituari veut aussi dire avoir telle manière d'être
et celle-ci dépend pour beaucoup des vêtements. Du reste, je continue la citation, du reste, en français, le mot « habit » va être synonyme de maintien, de tenue, au sens de tenir sa place, son rang. Derrière habituari se profile le terme d'habitus, qui relève du latin classique et signifie manière d'être. Fin de citation. Je pourrais évidemment me livrer à des développements, et j'ai commencé à le faire dans ma théologie de la mode, sur le lien fort entre l'habitat, donc la question écologique, avec l'habit et les habitudes ou les comportements vestimentaires. Nous ne nous habillons pas comme si notre habitat, l'environnement naturel, ne nous envoyait pas la dette que nous avons contractée envers lui. La nature, j'utilise encore ce mot, évidemment, il faut déstructurer aussi, déconstruire mots, nature, culture, etc. Mais faute d'autres mots, j'utilise encore cela. La nature est témoin de nos défilés vestimentaires dans nos sociétés avancées, car notre société est construite comme une immense passerelle, et je ne pense pas seulement au défilé des modes des Fashion Week. Toute notre vie dans notre société contemporaine, surtout dans nos sociétés, est un immense défilé. D'ailleurs, le sociologue allemand René König titre son livre Menschheit auf dem Laufsteg, c'est-à-dire l'humanité sur passerelle, sur la mode dans le processus de civilisation. Je vais cesser de multiplier citations et auteurs à mesure que je m'approche du terme de cette introduction à une table ronde que je dirais importante dans la mesure où elle touche à des points nodaux du social qui ne sont pas sans répercussion sur l'actualité brûlante entre exploitation de la planète et exploitation du milieu humain par la dite mode. Serge Latouche pense que Laudato Si, donc l'encyclique du pape François sur l'écologie intégrale, est une première absolue dans un discours catholique en faveur de la décroissance, alors que le document de Benoît XVI, qu'il cite, laissait entendre une sorte de sacralisation du marché, ce qui est absolument vrai. Heureusement, il n'est pas allé voir dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Pour le coup, il aurait produit des critiques encore plus précises envers une Église en compromis théorique, je dis bien théorique, parfois c'est aussi pratique, mais là c'est théorique, avec une logique du marché libéral. Il y a quelques années, je m'étais amusé à regarder dans ce compendium les occurrences du mot marché, et effectivement c'est tout le temps le marché, et c'est une sorte de sacralisation du marché. Mais parce qu'on part d'un principe théorique, évidemment, le marché, comme tout milieu humain, pourrait être parfait, sauf que le marché, il n'est pas parfait, par essence. Or, je n'entre ni dans la polémique, ni dans le fond de la question. J'ai fait un pas de côté, comme Grégory m'avait demandé de faire. Et pour honorer Pape François et Laudato Si, j'aimerais dire que j'ai fait un pas de côté et un pas en arrière, comme dans le tango argentin, car dans cette danse, faire un pas en arrière, ce n'est jamais pour reculer, mais toujours pour avancer. Le chapitre 3e de la règle de saint Augustin, nous sommes au IVe siècle de l'ère chrétienne. Dans cette règle, le chapitre 3 est consacré aux moines malades et ceux en bonne santé. Ce chapitre 3, c'est une règle très courte, finit par énoncer un principe qui pourrait être posé non seulement comme uniforme de la décroissance, véritable, mais d'un garde-robe vert. Voilà ce qu'Augustin énonce. Il dit, et finit ce chapitre 3 en disant « Car mieux vaut peu de besoins que quantité de biens. » Car mieux vaut peu de besoins que quantité de biens. La Green Fashion Revolution, si elle ne touche pas à un réapprentissage de nos besoins, ne sera qu'un greenwashing, comme l'on dit. C'est décevant, voire inhumain, dans une société de l'accumulation du capital matériel, aussi bien que du capital symbolique. Mais dans le pas de côté, je ne vois pas d'autre solution qu'un apprentissage commun, social, d'un discernement de nos vrais besoins, y compris vestimentaires. D'ailleurs, déjà en 1923, Walter Benjamin, dans un texte sur expérience et pauvreté, affirmait, je cite,
C'est étonnant, il commence par la même chose. Et maintenant, prenons un peu de distance. Faisons un pas en arrière. Nous sommes en 1923. Nous sommes devenus pauvres. Nous avons sacrifié bout après bout le patrimoine de l'humanité, souvent pour une centième de sa valeur. Nous avons dû le mettre en dépôt au mont de piété pour recevoir en échange la petite monnaie de l'actuel. Fin de citation. En paraphrasant le texte, on pourrait dire que la mode a déjà sacrifié beaucoup de patrimoine de l'humanité pour en avoir en échange de la petite monnaie, probablement. Le cercle vertueux de la mode éthique doit passer à travers une prise de conscience de cette réalité. Il n'est pas seulement question de minimalisme quantitatif, ni a fortiori qualitatif, de nos garde-robes, mais surtout de nos besoins, d'une nouvelle expérience humaine qui sache relier l'habit à l'habitat. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alberto. Constance Chassani, vous êtes responsable des achats, de la production et de l'impact chez Asphalt, une marque qui a été créée en 2016, dont on a beaucoup parlé. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de nous dire Alberto? Il a parlé du rêve, il a critiqué le rêve, les collections qui tournent, cette envie de consommer plus. Comment est-ce que vous faites par rapport à tout ça? Bonjour à tous. Effectivement, vous avez bien souligné qu'on s'est perdu un petit peu quelque part, que tout est parti très très vite et très très loin. Donc maintenant, il est vraiment temps de se poser et de faire le constat de ce qui se passe et de prendre le pas en arrière, de se dire ok, comment on fait pour revenir en arrière. Mais revenir en arrière en utilisant potentiellement les outils qu'on a aujourd'hui. Et par exemple, nous, on est une marque digitale. Donc, utiliser les outils digitaux pour communiquer, mettre en avant des bonnes pratiques, mettre en avant la transparence dans les outils de production, dans les chaînes de traçabilité. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Asphalt. On est une marque, comme vous le disiez, qui a 5 ans, qui initialement faisait des vêtements pour hommes, on se lance sur la femme aujourd'hui, qui travaille en co-création avec nos clients, donc pour être sûr de répondre à un véritable besoin justement sur ce qu'ils attendent en fait de leurs vêtements en termes de qualité et aussi en termes de style. On pousse très loin les développements pour faire des vêtements qualitatifs, ce qu'on a un petit peu perdu de vue aussi aujourd'hui dans la mode. Voilà, et on vend en précommande. De cette façon, en fait, on ne produit que ce qu'on vend. Donc on évite la surproduction. Les stocks d'invendus qui sont détruits en fin de saison et dont plus personne ne veut la saison suivante. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un vêtement intemporel, de ne produire que ce dont on a vraiment besoin et voilà, de remettre le besoin en fait au centre de la chose. Et tout ça dans une démarche aussi de transparence, évidemment, en parlant énormément des gens avec lesquels on travaille, de proximité aussi avec des chaînes d'approvisionnement au maximum en Europe. Voilà, on essaye de réinventer un peu le discours qu'il y a autour de la mode. Catherine Doriac, vous êtes présidente de Fashion Revolution France, vous êtes rédactrice aussi chez UMAD, une revue de mode éthique. Comment est-ce que vous voyez ces nouvelles entreprises qui se créent? On a Asphalt, on va avoir 1083 tout à l'heure qui est plus ancien. Est-ce que vous pensez que ça vient bousculer les schémas par rapport à cette grande question qui a porté Fashion Revolution, de savoir d'où vient le vêtement en fait, comment il était fabriqué, par qui? Who Made My Clothes, oui, ça a été le cri qu'on a lancé en fait sur les réseaux sociaux au moment de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, 24 avril 2013. Je rappelle quand même pour les gens dans la salle, c'est 1300 morts, 2500 blessés et des étiquettes qu'on trouve dans les décombres, des étiquettes des grandes marques françaises et internationales, mais beaucoup de marques françaises avec des marques patrimoniales, hein, on le répète, ce n'était pas que des étiquettes de la fast fashion. Alors, je voulais remercier Alberto pour son introduction qui rejoint exactement, contrairement à ce que vous avez dit, notre propos à Fashion Revolution.
Pourquoi a-t-on aujourd'hui besoin d'une fashion révolution ? Je répondrai à la question après. Pourquoi a-t-on toujours besoin d'une fashion révolution au bout de cette année de lutte et de défense de ces travailleurs au bout du monde, mais parfois ici aussi, comme Julia l'a écrit dans son livre, Le plus beau métier du monde, je crois, parce que on est dans une époque, et peut-être au-delà de nos habitudes et besoins et frénésie d'achat, on est dans une époque où l'esclavage, alors l'esclavage que nous-mêmes portons, consommateurs, à vouloir acheter toujours et encore, et pas seulement des vêtements d'ailleurs, hein. On est dans l'overconsommation, on est dans l'overproduction du côté des marques. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve face à un dérapage total. Alors, j'espère pas de tango, mais un dérapage total au niveau quand même de l'éthique. Et on a vu tout à l'heure comment calculer son empreinte carbone. Moi, je vous propose ce soir, en rentrant chez vous, de calculer votre empreinte esclave. Combien d'esclaves travaillent pour vous ? Il y a un petit site qui marche absolument comme ce qu'on a vu tout à l'heure et qui vous permettra de savoir, par exemple, moi qui suis hyper décroissante, mais vraiment, je peux le dire, et d'une sobriété incroyable. J'ai 19 esclaves qui travaillent pour moi chaque année. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, la question, je me suis un peu perdue dans... Vous voyez ces nouvelles marques qui surgissent, Alors, qui essayent justement d'avoir un modèle différent, hein, de production relocalisée, de traçabilité, de durée de vie. Enfin, on va parler de tout ça. oui, les nouvelles marques, c'est une chose. Ce n'est pas la première vague de mode éthique, hein. Il y en a eu depuis le début des années 2000 en réaction à l'arrivée de la fast fashion. Il y a eu 2-3 vagues de ce qu'on appelle des marques éthiques ou responsables. Les gens pensent que tout d'un coup, aujourd'hui, depuis 2018, il y a un engouement, et depuis le confinement encore plus. Non, pas du tout, hein. C'est la 3e vague. Les 2 premières se sont cassées la figure. Alors, pas 1083 qui a été quand même un des pionniers il y a une dizaine d'années, pas Veja, pas des marques comme ça, mais beaucoup de marques se sont cassées la figure, pourtant qui travaillaient sur le commerce équitable, qui travaillaient sur les matières, qui travaillaient sur un ralentissement de la consommation, proposant des vêtements qui durent plus longtemps. Aujourd'hui, on est devant une frénésie, franchement je le dis, hein, il y a beaucoup de marques, alors dans tous les domaines, hein, du luxe jusqu'à des toutes petites marques qui vont travailler sur des secteurs de niche, par exemple sur l'upcycling, qui est une bonne chose, l'upcycling. Mais bon, je ne sais pas où elles vont aller, toutes ces marques. Qui les achète ? Ça, c'est une première question que moi, je me pose en tant que journaliste. Donc, je fais beaucoup d'interviews, je les rencontre. On parle, alors, je pense qu'on va parler de réindustrialisation aussi, qui est un gros problème, hein, parce que la réindustrialisation, c'est super, mais il faut former les gens, il faut les ramener dans les usines, il faut construire les usines. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sujets qui ne sont pas faciles à maintenir, enfin à tenir. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de ralentir, vraiment. Et quand on dit moins mais mieux, oui, moins mais mieux, mais surtout ralentissons. Ne partons pas tête baissée dans des couloirs où l'on pense qu'on va arriver à une société plus sobre et plus intelligente, peut-être. Thomas Hérieux, c'est presque des questions pour vous, hein. Quand vous avez créé 1083 en 2013, c'est ça, vous êtes parti d'une critique de la fast fashion, hein, l'exemple du jean dont vous avez parlé, mais voilà, il y a ces 2 questions qui sont adressées. Pour qui, hein, où on va, et puis est-ce qu'on sort de l'accumulation, de ce désir d'accumulation sans limite, et le travail, qui est quelque chose de très important pour vous, le travail, oui. les usines, voilà.
Alors, il y a plein de, il y a 1000 sujets, 1083 sujets présents dans la question. Bonjour à toutes et tous. Je rejoins ce que chacun a dit. La mode éthique s'ouvre là. Effectivement, un maximum de consommateurs s'aperçoivent de la responsabilité qu'on a tous avec notre carte bleue. Moi, j'ai créé en 2007 ma boutique de mode éthique. À l'époque, je distribuais Veja, Ideo, Etuost, Dobom, toutes ces marques un peu éthiques qui étaient mes fournisseurs et qui ont fermé malheureusement parce que l'offre qu'ils proposaient et que je proposais du coup dans mon magasin était trop ethnique, pas assez accessible en termes de style. Moi, j'étais informaticien avant d'ouvrir ma boutique de mode éthique et j'avais une vision très utilitaire de mes vêtements. Alors, ça m'a fait plaisir de découvrir que le mot habit, habitude, habitat, c'était le même mot à la base. J'avais jamais fait l'association, donc merci. Et en fait, non, s'habiller, c'est quand on vivait tous tout nus dans des grottes, on était poilus, on n'avait pas besoin de se vêtir. Et pourtant, déjà, on se parait de bijoux, de tentures et d'habits. Et quand on voit, moi je suis donc à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure, quand on va au Musée international de la chaussure, les premières chaussures que l'on voit, que l'on a retrouvées, elles ne sont pas du tout pratiques, elles ne sont pas du tout utilitaires, elles ne protègent de rien du tout. Et c'est super cliché, mais elles sont très hautes pour les hommes, pour qu'elles soient encore plus grands, et elles sont ornées de bijoux pour les femmes, pour qu'elles soient encore plus belles. C'est terrible, je trouve, mais c'est les premières chaussures que montre le musée de la chaussure à Romans. Et donc, on voit qu'elles répondent à un enjeu émotionnel et pas un enjeu utilitaire. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que du coup, la mode, le vêtement, c'est le premier média de soi-même. On parle avec ses vêtements. Et du coup, ça en fait un vecteur hyper intéressant pour partager nos convictions. Et donc, il y a 10-15 ans, quand j'ai démarré, il y a 15 ans, 14 ans, le mouvement écolo était moins présent, ou en tout cas moins crédible, moins sérieux qu'aujourd'hui. Et pour autant, les gens n'étaient pas spécialement pour les pesticides. Personne n'en mettait, pour ceux qui ont un jardin, personne n'en mettait sur ses carottes dans son jardin. Donc c'est bien que les gens y trouvaient un intérêt léger. Et quand on interroge les gens, personne n'était pour le travail des enfants non plus. Mais les projets qui portaient le respect de l'environnement et le respect des gens étaient trop inaccessibles à cause du style. Le bonnet péruvien, en France, c'est pas très courant. Et ça l'était pas non plus en 2007. Sauf que quand la mode éthique était trop ethnique, elle ne se mettait pas à la portée de monsieur, madame, tout le monde. Et donc, elle restait confinée à ce que j'étais, ce que je suis toujours un peu une communauté un peu babacool, tranquille, qui fait pas de bruit, mais du coup, qui réserve ses idées de fond à des gens qui partagent leur forme. Et donc, quand ces marques-là ont connu des difficultés, je sais pas si c'était la première vague ou la deuxième vague dont tu parlais, mais en tout cas, première. Donc quand ces gens-là ont connu des difficultés et qu'elles ont fermé, moi j'étais commerçant et je commençais à découvrir et à maîtriser mon métier de commerçant. Et j'étais un peu frustré de devoir fermer si mes fournisseurs fermaient et de devoir continuer de vendre des vêtements peu populaires, ou en tout cas que mon cousin qui passait dans le magasin et qui m'aimait bien n'achetait pas parce que il se reconnaissait pas dedans, il voulait pas se déguiser pour caricaturer. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer une marque de jeans, comme ça sera un médium beaucoup plus accessible et populaire que le bonnet péruvien. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, tout le monde porte des jeans. Pour les Américains, c'est américain. Pour les Italiens, c'est génois. Pour les Français, ça vient de Nîmes. Donc c'est parfait. Ça en fait un véhicule hyper accessible pour mes idées. Et donc j'ai lancé ça en financement participatif en 2013. J'espérais vendre 100 jeans parce que j'étais petit commerçant à Romans-sur-Isère. Et que le Made in France à l'époque n'était pas aussi populaire. Il y avait juste Arnaud Montebourg qui en avait parlé dans le Parisien quelques mois précédents. Et donc je me suis lancé en financement participatif et j'ai vendu 1000 jeans au lieu de 100. Et donc c'était les prémices de la précommande. La précommande c'était beaucoup moins populaire, le financement participatif non plus, le Made in France non plus. Et du coup de 100 jeans c'est passé à 1000. On était deux, mon frère et moi. Aujourd'hui, on est 75 dans l'entreprise, 95 dans un mois, avec l'ouverture d'un nouvel atelier de confection. Et donc, depuis 8 ans, on travaille avec nos ouvriers. Je déteste le mot opérateur, parce que même si c'est la même racine latine que le mot ouvrier, derrière l'opérateur, il y a l'opération, il y a le robot 0 ou 1, il y a le travail binaire, le robot. Et derrière le mot ouvrier, il y a l'œuvre et l'ouvrage. Et donc, je trouve qu'il faut réhabiliter le mot ouvrier et remplacer le mot opérateur qui serait plus accessible à l'usine. Aujourd'hui, on dit, mais non, moi, je pense que le mot ouvrier est très important. Donc, on est aujourd'hui 75, dont, je dirais, 45 ouvriers, 65 ouvriers bientôt avec l'ouverture d'un nouvel atelier de confection. Et donc, depuis 8 ans, on rapatrie, on relocalise un maximum des étapes de fabrication du jean. Donc,
Pour faire un jean, il y a 8 étapes. On va de la culture du coton jusqu'au délavage du jean. À chaque fois, on peut le faire de manière locale et écologique. Et à chaque fois, on y travaille. Et donc aujourd'hui, nos jeans, ils sont filés en France, teints en France, tissés en France, coupés en France, ennoblus en France, confectionnés en France et délavés en France. Et donc automatiquement, quand on achète un jean 1083 ou ceux de nos confrères français, eh bien, on relocalise énormément d'emplois, puisque du coup, on fait travailler une dizaine d'entreprises derrière chaque achat. Donc, voilà en gros j'ai oublié la question, du coup, tellement il y en avait. Mais j'ai parlé de travail, ça je m'en suis souvenu. C'était parfait parce que il y a cette question vous finissez par la question du travail, qui est une question centrale. Hein. Et là, je me tourne vers Julia Mency-Thierry, parce que le travail, c'est le sujet de votre livre très remarqué, hein, sur les coulisses du plus beau métier du monde. Et quand on lit votre travail, d'ailleurs, l'intellectuel qui travaille, c'est une vraie question, hein, on pourrait en débattre, mais ça montre des coulisses qui disent finalement, est-ce qu'il n'y a pas une réalité plus dure derrière? Alors, il est vrai que vous avez travaillé sur le luxe, hein, et sur cette forme d'aliénation qui consiste à travailler gratuitement pour une image de soi, pour le désir. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est spécifique au secteur du luxe en France? Le constat que vous avez fait dans votre livre. Et est-ce que les enquêtes que vous menez en ce moment, par exemple, sur la confection des masques en tissu, vous amènent pas justement à étendre la question de cette injustice? Voilà. Vous avez d'ailleurs une phrase que vous aimez beaucoup citer dans les interviews, la phrase de Karl Lagerfeld, hein, la mode, c'est l'injustice totale, c'est comme ça et c'est tout. Merci. Je suis d'abord très contente d'être là et je vous salue toutes et vous remercie. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais faire l'articulation entre la dernière intervention et puis l'introduction parce que je pense que la dimension des imaginaires, du rêve, c'est vraiment un peu le fil conducteur de tout ce qui est dit ici aujourd'hui. Et je pense, j'étais malheureusement pas là ce matin, mais voilà, la perspective que moi je peux vous offrir, c'est celle d'une anthropologue. Donc je travaille effectivement sur le travail, mais aussi sur l'articulation entre ça et les projections, les imaginaires, les symboles et toutes ces belles choses qui nous occupent. Et il est vrai que donc la dimension de l'exploitation, c'est un mot que j'utilise et qui vient de mes enquêtés, hein, qui ne sont pas des travailleurs du Bangladesh, mais qui sont des stylistes, des mannequins, des coiffeurs, des coiffeuses, des journalistes, mais aussi des couturières, des étudiants, des stagiaires. C'est un mot qui est revenu et que j'ai eu du mal à utiliser pendant longtemps, parce que c'est un mot très très fort quand on l'utilise en tant que scientifique, mais qui après, j'ai décidé auquel j'ai décidé de rendre toute sa place. C'est un mot intéressant parce qu'il articule effectivement la dimension des exploitations des ressources naturelles avec la dimension de l'exploitation du travail. Des travailleurs, travailleuses surtout, parce que c'est une industrie qui a aussi une grande dimension genrée. On considère que pour le textile au sens large, il y a 3 personnes sur 10 sur la planète qui sont impliquées et cette force de travail est une force de travail éminemment féminine. Donc pour moi, la question de l'exploitation est une question systémique. Ce n'est pas une question réduite à des sphères qui pourraient être la fast fashion plutôt que ce que moi j'ai vu dans le luxe. C'est une question systémique et c'est une question liée au capitalisme tel qu'il est et qui est... je dirais, je suis désolée, inévitable dans le système de la mode tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des échelles, des envies, des tentatives, des choses qui se réussissent. Mais effectivement, je pense que tant qu'on ne changera pas les imaginaires, et c'est le travail qui reste à faire, et c'est un travail très important, les imaginaires de ce qui est le luxe, un luxe émancipé d'exploitation au sens large, de ce qui est beau, de ce qui est valorisant, de ce qui est valorisé, de ce qu'est l'abondance, changer l'idée de l'abondance, tant qu'on ne fera pas ce changement-là qui dépasse la mode, mais dans lequel la mode est centrale parce que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, parce qu'elle mobilise cette force de travail et parce que nos imaginaires sont colonisés visuellement. Je veux dire, on ne peut pas échapper aux images de la mode. Il n'y a pas de magazine, vous allez au cinéma, vous allez dans l'espace public, on ne peut pas échapper à ces images qui, transforme nos idées de ce qui est beau, de ce qui est désirable, de ce qui est encore désirable, de ce qui serait une norme, etc., etc. Donc, il y a un changement vraiment profond à faire et je pense que la mode
est le lieu où ce changement peut s'opérer. En tout cas, moi j'enseigne, j'interviens souvent, ça fait partie de ma manière d'être, engagée au-delà de la pensée des chercheurs qui restent dans leur académie. Je vais dans les écoles de mode, beaucoup, et je pense que les étudiants et étudiantes ont un vrai pouvoir, via les réseaux sociaux de changer ces imaginaires-là. Je pense que ça vient du bas, ça ne vient pas forcément des marques, en tout cas, ça dépend de l'échelle des marques, mais je crois plutôt que nous avons besoin d'une intervention systémique qui travaillerait avant que sur les pratiques, pour avoir un changement sur les pratiques, un changement sur ce qui est désirable. Et je vais ajouter, si vous me le permettez encore, une articulation qui me semble importante et qui ressort de manière transversale dans ce qui a été dit. Je pense qu'il faut aussi penser ensemble la consommation et le travail, la production et la consommation, parce que les personnes engagées dans l'industrie de la mode, c'est ce que j'ai vu, et que ce soit du magasinier, donc la dernière personne dans une boutique du luxe, dans un mall, etc., jusqu'au directeur créatif d'une grande maison de luxe, le rapport à l'objet produit, le fétiche, je veux dire, la désirabilité de l'objet, est un engagement fondamental dans cette industrie. Les travailleurs de cette industrie sont des consommateurs, sont des gens qui aiment ce qu'ils produisent. Et à l'inverse, il y a un véritable travail des consommateurs et consommatrices qui est demandé, on l'a vu sur une autre échelle, sur calculer l'empreinte de carbone. Qu'est-ce qui est demandé aux individus en dehors de la sphère de leur travail, sur les réseaux sociaux, les blogs, etc., etc. Il y a un véritable travail des consommateurs et consommatrices. Et je pense qu'il faut repenser ensemble cette articulation pour essayer d'imaginer quelque chose de différent, mais qui ne pourra pas faire l'économie d'un changement radical. La question des imaginaires, c'est très important pour la chaire Laudato Si. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a, vous l'avez vu, cette voiture électrique dans le hall quand on arrive, la Grégoire 1972, dont justement on avait une voiture électrique qui marchait, dont on n'a rien su faire. Sans doute parce qu'il n'y avait pas l'imaginaire qui allait avec. Alors voilà, Thomas, Constance, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez changé, c'est les pratiques pour continuer à avoir le même imaginaire? Ou est-ce que vous avez aussi travaillé à renouveler les imaginaires? Et vous êtes très fort pour raconter des histoires. C'est sur vos sites. Comment est-ce que vous réagissez avec ce que nous a dit Julien? Alors moi, je pense que l'imaginaire est le problème, mais du coup, l'imaginaire, c'est la solution aussi. Parce qu'en fait, si on attend que les gens viennent raisonnables comme ça du jour au lendemain, ça se produira jamais. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc on a des émotions, on a des envies, on a des plaisirs, on a des désirs. C'est comme ça. Et avant d'être robot, ou avant de devenir raisonnable plutôt, il faut qu'on ait envie de devenir raisonnable. Et donc moi je pense que c'est très important, de la même manière que ce sont les marques de mode qui font surconsommer, c'est aux marques de mode de faire moins consommer. C'est au cœur de la mission de 1083 aujourd'hui. Le but de 1083, c'est de vendre moins de jeans en France. C'est que le marché du jean se réduise. Parce que l'industrie française sera la première gagnante d'une consommation de qualité par rapport à une consommation de quantité. Donc on a intérêt à consommer moins en quelque sorte. C'est vertueux. Et simplement, donc il faut accepter de donner envie. Et en gros, alors pardon pour les oreilles chasses, c'est un exemple que je prends souvent et c'est peut-être pas le bon endroit, je sais pas. Mais la consommation, c'est puissant parce qu'en fait, c'est agréable de consommer. Ça fait plaisir d'acheter. Et je compare ça à des plans cul. Pardon pour le... C'est peut-être pas le bon endroit, je suis désolé. Mais en gros, ça fait le job, en fait. C'est cool, c'est agréable et on consomme. Et si on veut sortir de ce cercle agréable, mais qui tourne en boucle, là, il faut remplacer ces plans cul par des histoires d'amour. C'est-à-dire que c'est à nous de donner plus de plaisir par une consommation qui apporte plus que la surconsommation. Ça veut dire co-construire comme le fait Asphalt le produit, participer à sa définition, l'acheter, peut-être attendre avant de le recevoir, ou se faire un proto dans son coin à la maison, puis le recevoir, l'utiliser, et puis si on le construit, c'est ça qui est intéressant avec le jean, si on le construit de telle sorte à ce qu'il se patine, à ce qu'on prenne plaisir à le voir vivre, et en fait on fait vivre à ses clients, et nous tous en tant qu'êtres humains, des plaisirs tout au long de la vie du produit. Et en fait, tous ces plaisirs-là concurrencent avec force le plaisir
de simplement consommer, qui est lui aussi très puissant. Et donc, c'est ça qu'on recherche à faire, c'est de se servir de cet aspect émotionnel, immatériel qui est là, pour amener les gens à consommer moins, pas de manière intellectuelle forcément, en tout cas pas que, mais aussi de manière émotionnelle, parce que ça leur fait envie. De la même manière que vous aimez le vin, vous achetez une bouteille de vin chez Leclerc, elle a un certain prix, un certain goût, et bien la même bouteille de vin, au même prix, si vous l'achetez chez le vigneron, après 1 heure de visite de son château, vous allez devenir amoureux du vigneron, amoureux du vin, vous allez acheter 10 caisses, et à chaque fois que vous allez chez vos amis, vous allez ramener du vin et vous allez partager cette histoire. Et bien ce même vin-là, au même prix, il vous apportera beaucoup plus que la même bouteille chez Leclerc. C'est ça la différence que nous, en Made in France, en local, en marque engagée, on peut proposer pour concurrencer la fast fashion. Et pardon, je suis un peu bavard, mais on parle beaucoup de la fast fashion, mais pour moi, c'est les plus honnêtes de tous. Parce que quand vous regardez un vêtement qui habille H&M, Zara, vous voyez un prix d'un jean entre 10, 15, 20, 30 euros maxi. Quand vous regardez l'étiquette de prix d'un jean de marque, je ne les citerai pas, mais autour de 100 euros, 120 euros, donc il y a une différence de 1 pour 3 ou 1 pour 4 entre les deux étiquettes de prix. Maintenant, si vous allez sur l'étiquette de composition et plus de prix, vous allez vous apercevoir que ces deux jeans, si différents a priori, parce qu'il y en a un qui est 4 fois plus cher que l'autre, ils sont fabriqués dans les mêmes pays d'Asie et ils sont dans les mêmes matières premières. Donc en fait, avec H&M, on sait ce qu'on achète, avec Zara, on sait ce qu'on achète, avec Kiabi, on sait ce qu'on achète, avec toutes les marques qui fabriquent dans ces mêmes pays, eh ben on achète la même chose que Zara, H&M et compagnie, mais on paye en plus le rêve. Et du coup, pour moi, les plus honnêtes des deux, c'est ceux pour qui on sait ce qu'on achète, donc la fast fashion. Constance, vous êtes d'accord avec ça? Et comment est-ce que vous articulez ça avec la croissance d'une entreprise? Ce qui est le cas aujourd'hui, vous êtes une entreprise en forte croissance. Comment est-ce que vous pensez l'extension? Oui, alors il y a pas mal de points là sur lesquels je voudrais revenir. En effet, d'abord sur la désirabilité, c'est effectivement un point extrêmement important. Thomas en parlait sur les premières marques de mode éthique, c'est ce qui manquait et c'est ce qui a fait que en fait, la roue s'est pas mise en marche. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de marques ont compris, beaucoup de marques éthiques et qui veulent s'engager, qu'en fait, il faut... En fait, d'ailleurs, je crois que c'était le fondateur de Veja qui disait ça initialement. C'est en fait, les clients de Veja, à la base, achètent parce que les baskets leur plaisent et reviennent parce qu'ils comprennent le message qu'il y a derrière et toute l'éthique qu'il y a derrière. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, c'est de montrer qu'on peut faire des produits aussi beaux. Et en fait, effectivement, on se rend peut-être pas compte qu'une histoire d'amour vaut bien plus qu'un plan cul si on n'a pas expérimenté une histoire d'amour. Donc si on n'arrive pas à vendre avec un gros taux de désirabilité des produits éthiques, on n'arrive pas à faire découvrir la mode éthique et on n'arrive pas à faire découvrir le sentiment superbe qu'on ressent quand on achète des vêtements qui sont bien faits, responsables et qui polluent moins que d'autres vêtements, puisque ça pollue quand même. Et qui durent dans le temps et avec qui on peut en fait vivre et avoir une attache émotionnelle. Donc voilà sur l'aspect désirabilité qui est extrêmement important. L'autre point, alors du coup j'ai oublié votre dernière question. Et par rapport à la croissance. Sur la croissance. Voilà. Alors oui, très important. Et l'aspect fast fashion aussi. Alors effectivement, on sait... a priori, on sait qu'on n'achète pas quelque chose de super respectueux de l'environnement, super respectueux aussi d'un point de vue social quand on va dans les marques de fast fashion. Mais en même temps, en ce moment, c'est aussi les premiers qui s'expriment sur l'éco-responsabilité. Et ça, pour moi, ça les rend un peu les grands méchants loups du truc. C'est qu'ils sont à l'origine du problème et ils ne se rendent pas compte que c'est pas en nous refourguant des t-shirts à 2 € en coton bio qu'on réglera le problème. Ça reste des t-shirts qui vont durer 2 jours, on va les passer 3 fois en machine, ils vont ressembler à rien du tout. Je pense qu'en fait, il y a un vrai problème dans ce mouvement aussi de marques éco-responsables, ou en tout cas de prise de parole éco-responsable plutôt des grandes marques, qui est qu'en fait, il y a à boire et à manger et que le consommateur est un peu perdu. Donc on revient sur tout l'aspect, on remet au centre le travail, il y a toute une partie aussi sur l'éducation dont vous parliez tout à l'heure.
Donc voilà, juste pour nuancer l'aspect fast fashion. Et sur ce qui est du sujet de la croissance, effectivement, nous, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée chez Asphalt, puisque on croît beaucoup et très vite. Donc il y a énormément de questions à se poser sur, OK, est-ce qu'en fait on n'est pas en train de se perdre en grandissant très vite? Est-ce qu'on va être capable de tenir notre discours et puis de garder les mêmes engagements derrière? Donc pour ce qui est des engagements, on y travaille tous les jours et au contraire, en fait, la croissance nous aide à avoir des produits toujours plus responsables parce qu'on a un poids plus important avec nos fournisseurs, donc on peut aussi les amener à faire les choses un peu plus à notre manière, un peu plus de façon transparente ou de façon responsable. Et pour ce qui est de... en fait, croître, ça veut dire vendre plus. Moi, d'un point de vue personnel, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'ai très envie de travailler dans une entreprise en croissance? Est-ce que la solution, c'est pas plutôt la slow fashion dans tous les sens du terme? Et William Ovett, le fondateur d'Asphalt, m'a répondu quelque chose que, en fait, aujourd'hui, je trouve très juste, qui est que si on ne croit pas, on ne remplacera jamais les gros acteurs du type H&M, Zara, et on ne rendra pas la mode éco-responsable plus accessible. Donc il faut qu'elle soit plus visible, plus accessible, et c'est uniquement en fait, en allant toucher plus de personnes. Aujourd'hui, on ne veut pas croître en sortant toujours plus de produits et en allant... le leitmotiv d'Asphalt, c'est de faire des intemporels, des produits qu'on aura encore envie de porter dans 10 ans. Donc on ne va pas aller faire de la mode et vendre toujours plus de références. L'idée, c'est de grandir en touchant plus de monde. Donc voilà, si la croissance est bien pensée, je pense qu'elle est pas, en tout cas au départ, pas contradictoire. Cette question, la transparence, Catherine, c'est central pour Fashion Revolution. Alors on parle beaucoup de la transparence sur les produits qui viennent de l'étranger, d'un manque de transparence sur le salaire vital, les conditions de travail, c'est quelque chose que vous réfléchissez beaucoup, sur lequel vous réfléchissez beaucoup chez Fashion Revolution. Mais qu'en est-il de la transparence quand c'est fabriqué en France? Est-ce que ça veut dire quand c'est fabriqué en France, c'est parfait parce que c'est en France? Non, alors la transparence, c'est quelque chose de très complexe. Parce que la transparence, ça ne s'arrête pas au rang 1 de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement. Ce que la plupart des marques mettent en avant, c'est leur premier fabricant. En tant que donneur d'ordre, ils font fabriquer dans une usine et sur leur site internet ou dans leur rapport RSE, ils disent « nous, on est clean, cette usine est à tel endroit, les conditions de travail sont formidables, etc. etc. » Seulement, ce donneur d'ordre de rang 1 peut très bien lui-même faire travailler d'autres ateliers, d'autres usines en toute opacité. Et ce qu'on oublie d'aller regarder souvent, c'est la chaîne de valeur jusqu'au bout, c'est-à-dire à la production des matières premières. Comment est-ce qu'on produit le coton? Comment est-ce qu'on produit pourquoi tant de polyester aujourd'hui? Enfin, on parle de décarboner nos vies et nos pays. 75% des fibres utilisées dans le textile sont du polyester, du pétrole. Donc on pourrait commencer par là déjà. Au niveau de la transparence, ça serait pas mal. Mais bon, la transparence, c'est donc aller regarder jusqu'à la source d'approvisionnement du textile et remonter la chaîne, en passant par la filature, par les teintures, toute la toxicité qu'il y a dans ces transformations. Bon, pour le tissu ou pour le cuir, c'est pareil. Hein. Quand je parlais d'esclavage tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau des productions de transformation du cuir dans les pays d'Asie, c'est une catastrophe non seulement environnementale, mais sociale et humaine. Voilà, et donc voilà, la transparence, moi je peux en dire ça. On a, si vous voulez aller voir sur le site, on a un index de transparence qui, pour 250 marques de mode internationale, qui paraît tous les ans et qui est assez clair. On voit bien que il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les histoires d'amour, et ça j'ai adoré Thomas, sur les histoires d'amour, parce que nous on a dans notre ADN d'ONG, dans ce qui nous porte tous les jours, une phrase qui dit « Loved clothes last,
les habits que vous aimez durent plus longtemps, et surtout le vêtement le plus écologique est déjà dans votre garde-robe. Donc la notion de valeur émotionnelle de notre vestiaire, c'est-à-dire comment on la construit, comment on se sent bien dedans, comment notre corps change au fil des ans aussi, on ne peut plus porter certaines pièces, comment on les remplace par autre chose, mais surtout et surtout comment est-ce qu'on répare. Comment est-ce qu'on répare? On a besoin de réparer beaucoup de choses de nos jours, le monde, la planète, les relations sociales, mais on a d'abord besoin de réparer ce qui est dans notre maison et dans notre armoire. Donc voilà, pensez-y, la valeur émotionnelle, c'est quelque chose d'hyper important et c'est ça qui fait notre humanité finalement. Julien, comme anthropologue, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre des types de travail? C'est un type de travail qui aliène, mais volontairement comme celui sur lequel vous allez travailler, ou finalement on accepte de travailler même gratuitement, mais parce que ça donne une meilleure image de soi socialement lorsqu'on travaille dans le secteur du luxe, qu'on est mannequin, etc., même si on vit dans des conditions précaires chez soi, et un type de travail qui ennoblit. Est-ce qu'on n'a pas une sorte d'image d'Épinal du travail manuel direct avec la matière qui est forcément bon par rapport à un travail standardisé? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Comment est-ce que vous faites des partages? Merci. Alors, je ne fais pas forcément des partages, j'interroge. J'essaye de penser les contradictions ensemble et de voir à la fois comment les gens se racontent, se représentent, les faire parler. Et puis avoir justement une image un peu plus systémique. Alors l'aliénation, c'est un mot très très fort, encore une fois, mais c'est un mot très intéressant dans la mode parce qu'on en revient aux étymologies. Aliéner, ça veut dire l'acte de transporter ailleurs, d'aller ailleurs. Et en fait, la mode, c'est une industrie qui vend précisément ça. On se projette, on désire de se transformer, de s'imaginer un corps différent, à travers un accessoire, accéder à un autre statut social. Et dans le cas de mon terrain d'enquête, qui est le travail, il y a vraiment, c'est une dimension sur laquelle je travaille, pardonnez-moi les redondances, c'est cette économie de la promesse et de l'espoir qui est à la base de l'industrie de la mode. Je donne tout aujourd'hui, j'accepte ces conditions, je travaille dans cette entreprise parce que un jour je serai là, je serai directeur artistique, mannequin, etc., etc. Ça, c'est pour les métiers dits immatériels et créatifs. C'est une économie qui est partagée par plein d'autres secteurs de production du capitalisme, hein, pas que la mode, mais dans la mode, c'est très très saisissant comment cette dimension de la projection de soi ailleurs est structurante de l'économie au sens vraiment de l'argent, de la consommation et du travail. Et puis il y a aussi cette espèce de fétichisation un peu paternaliste très intéressante du travail manuel, c'est-à-dire que c'est à la fois ce qui est à la base de la valorisation de l'industrie du luxe et encore plus de la haute couture, les consommatrices, c'est une minorité, hein, ce qu'elles payent, c'est un travail fait entièrement à la main, sans patron, sur mesure, etc., etc. Donc il y a à la fois une valorisation du travail manuel, très forte dans les discours aussi des entreprises aujourd'hui, mais une totale dévalorisation de la travailleuse, en termes économiques, en termes de hiérarchie symbolique à l'intérieur. Donc moi, je pense que c'est très important aussi, ce que j'essaie de faire dans mes recherches, c'est d'essayer de décloisonner toutes les dichotomies et les hiérarchies autour de lesquelles la modernité, au sens très large, le capitalisme s'est organisé, et c'est-à-dire aussi cette articulation entre travail matériel, travail créatif, qui quand même structure très fortement les économies, mais aussi entre l'ici et l'ailleurs, qui, dans l'économie de la mode, on a toujours cette cartographie, cette idée que ce qui vient du sud-est, du sud, du dit sud global serait imprégné d'exploitation, alors que lorsqu'on voit Made in France, je suis italienne, Made in Italy, c'est la même chose. Nous avons un imaginaire de raffinement, de luxe, de quelque chose qui serait précieux et qui serait bien fait et qui serait fait dans des conditions de travail qui sont justes. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous avons aussi bien dans le dit sud global des gens
gens qui ont un énorme pouvoir d'achat et qui d'ailleurs font tourner l'industrie du luxe. Ce n'est pas la consommation française ni italienne qui permet aux grands groupes de tenir, mais c'est complètement occulté parce que ça ne participe pas à l'imaginaire de raffinement français et italien. Et à la fois, je suis bien placée pour vous dire que il y a des personnes qui travaillent dans des conditions très proches de ce qu'on est habitué à penser ailleurs, à Paris, et même pas en région parisienne, en Italie, on le sait pour la fast fashion en Angleterre, donc dans le luxe. Et l'idée, c'est de essayer de réarticuler. Vraiment, on parle d'aliénation, j'essaye de faire une anthropologie de l'intégration au sens où de rétablir les chaînes. Vous parliez de blockchain avant, ou en tout cas de la chaîne de la transparence, ce mot qui est aussi vraiment du marketing et de l'imaginaire avant tout, et de réintégrer les segments de production, les valeurs du travail, de réarticuler les lieux, les hiérarchies, de les penser ensemble. Si vous me donnez l'espace, je voudrais rebondir sur quelque chose qui ressort ici et qui, pour moi, est un questionnement. Je n'ai pas la réponse, mais peut-être je m'adresse à... Et c'est cette idée qui, moi, quelque part, un peu me dérange, c'est l'accessibilité de ces produits. C'est-à-dire que... c'est pour ça que je parle de changement des imaginaires et j'y tiens beaucoup. C'est parce que nous sommes ici au Collège des Bernardins, nous sommes des personnes éduquées, nous consommons en vrac, nous pouvons prendre des Thalys. Ce n'est pas le cas de la majorité de la société et nous vivons dans une ère dans laquelle, en gros, je fais simple, la majorité de la population a perdu tous les droits à l'instruction, à l'éducation. En tout cas, ces droits s'effritent dans le travail. Et le seul droit, le seul espace d'expression, de liberté, c'est la consommation. La seule chose dans laquelle nous sommes vraiment libres, c'est de consommer. Nous pouvons consommer tout ce qu'on veut, green, pas green, etc. Or, ma question est comment nous plaçons ce discours sur la sobriété, sur des habits qui dureraient, bien sûr, c'est un discours que je porte, avec lequel j'adhère, avec un évitement d'une stigmatisation des classes populaires avec la société dans laquelle nous sommes, où les gens, effectivement, peuvent se permettre de s'acheter 10 paires de pompes, de chaussures et 20 t-shirts parce que c'est le seul espace qu'ils ont. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller dire à ces gens, excusez-moi, vous devez consommer de la fripe, alors qu'ils n'ont pas, je reviens à ce que disait Alberto Ambrosio, le capital social et symbolique pour rendre tout à fait très chic un habit qui a 40 ans et qui ne circule pas dans des espaces dans lesquels c'est valorisé. C'est une grande question qui est politique pour moi et qui montre... la dimension politique de la mode, mais qui est une question à laquelle, selon moi, il faut penser. Daniel Roche, qui a été mon directeur de thèse et mon maître dans la culture des apparences, c'est une des grandes choses qu'il a montré, c'est comment, lorsque naît une culture des apparences au XVIIIe siècle, c'est que ça permet justement de jouer avec les codes sociaux, les apparences sociales. Donc le vêtement est un élément de liberté, oui, très très fort. Mais la deuxième chose qu'il montre, par contre, c'est que justement, alors que c'est une consommation somptuaire par en haut, eh bien, il y a tout un moyen de détourner, de s'approprier, de récupérer, et on assiste aujourd'hui une explosion du vintage, de la vente à réutiliser, de la réutilisation, etc. Alors comment est-ce que vous avez envie de répondre à cette question de Julia et comment, si je peux rajouter quelque chose, vous imaginez par exemple un futur où on pourrait, je ne sais pas, louer des vêtements 1083 ou asphalte, avoir des endroits où on peut les acheter d'occasion et c'est vous qui organisez ça, ou est-ce qu'une fois que c'est sorti de chez vous, c'est plus votre problème? Alors déjà, une fois que c'est sorti de chez nous, c'est notre problème. On a lancé par exemple il y a 2 ans un jean recyclé, recyclable et consigné pour en assumer la totalité de la vie jusqu'à la fin de vie, pour le récupérer en fin de vie et refaire le même projet neuf, le même produit neuf. Ça, c'est pour les jeans en polyester recyclé. On capture des déchets de polyester, on les transforme en fil.
Ce fil, on le transforme en jean. Ce jean, on le transforme en potentielle matière première une fois que le jean sera en fin de vie pour refaire un jean neuf. Et on fait pareil sur le coton, avec le projet Mon Coton qu'on développe dans les Vosges, dans notre filature, tissage, où du coup, on a appris à détisser, à défiler des vieux jeans pour produire du coton en France à partir du coton qui est issu dans nos habits. En fait, on est tous producteurs de coton, sauf qu'on le met à la poubelle. Aujourd'hui, on ne sait pas le valoriser. Et donc, c'est notre R&D qui nous a amené à devenir producteurs de coton en France. Pour vous répondre, je trouve la question super intéressante. Déjà, on n'est que des marques de mode. On n'est pas là pour... déjà, la mode, c'est pas simple à changer. Le monde, on fait notre petite part, mais on n'a pas de prétention, sociétale. On fait notre petite part. Et ensuite, nous, on n'est pas à Paris, donc on est à Romans. Moi, j'ai un bac plus en informatique, je suis pas dans la mode. Donc, cette consommation bourgeoise, je dirais... cette consommation bourgeoise de la mode éthique avec l'élan du vintage, etc., je le regarde avec gourmandise et en même temps, ça me plaît parce que du coup, il y a 14 ans, quand j'ai ouvert ma boutique de vêtements bioéquitables, on racontait la même chose, on portait les mêmes valeurs, mais on était inaudible. Là, c'est greenwashé de partout, c'est embourgeoisé de partout, c'est communiqué de partout, mais tant mieux. Ça ne fait qu'accélérer le changement des consommateurs. Et nous, on voit s'accélérer notre économie, notre filière, grâce à ces messages concordants qui amènent les gens à réfléchir à ce qu'ils consomment. Donc moi, je trouve ça plutôt chouette. Et après, effectivement, la mode éthique n'est pas accessible à tous. Mais je pense que c'est un faux débat, l'argent, parce que y a des gens qui ont plein d'argent qui achètent chez H&M, et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui s'achètent des super chaussures, des super téléphones, etc. Et là, on voit à nouveau la dimension immatérielle, émotionnelle dépasse la fonction pratique, parce que du coup, il n'y a pas forcément d'adéquation automatique entre le pouvoir d'achat des gens et l'argent qu'ils vont mettre dans la mode. D'ailleurs, ceux qui surconsomment dépensent beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'ils achètent beaucoup de produits de mauvaise qualité plutôt que d'en acheter des produits de bonne qualité. Et donc, c'est à nouveau là qu'à notre sens, il y a un enjeu sur la désirabilité pour donner envie à ces gens-là d'acheter mieux, donc moins. Voilà. Mais c'est des gens qui consomment, ouais. Et si on passe maintenant côté produits et fabrication, dont on a assez peu parlé jusqu'à maintenant, Thomas et Catherine, vous avez une passion commune pour le lin, hein, j'ai vu. Si on prend... J'allais dire et le rouge, quand je vois ta coupe de cheveux et ton bracelet. Voilà. Et quand on essaye de raccorder tout cela avec donc la fabrication, les produits, si on prend l'exemple d'un secteur très très précis comme le lin, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour relancer pas simplement la culture parce qu'elle existe toujours, mais la possibilité de transformer en France? Quels sont les blocages? Est-ce que c'est des questions justement de désir? Est-ce que c'est des questions plus structurelles? Alors le lin, c'est une plante qui pousse entre Caen et Amsterdam à 80% au niveau mondial. Hein, donc on est les premiers producteurs de lin. Le reste est produit un petit peu en Égypte et un petit peu vers l'Europe de l'Est, loin. Pardon. C'est notre plante historique. Elle est environnementalement parfaite parce qu'elle pousse sans irrigation, avec très très peu d'intrants, presque pas d'intrants, quasiment pas. Elle est zéro déchet, on utilise absolument tout dans la plante. Le lin, la seule étape de transformation qu'on n'avait plus ici en France et en Belgique, c'était la filature. Et la filature, on a depuis 2-3 ans plusieurs projets de réimplantation. Il y en a une qui est déjà en cours en Alsace. Et il y en a une qui va s'installer en Normandie, non, dans les Hauts-de-France. Oui, Safilin, c'est dans les Hauts-de-France. Donc on réindustrialise. Alors moi je mets des pincettes avec ce mot. Hein. On réindustrialise la filature du lin. Ok, mais
on n'a plus les savoir-faire, il faut ramener les usines, il faut remettre les usines, les rebâtir et surtout, on va avoir besoin d'ouvriers et d'ouvrières dans ces usines. Et ça va prendre plusieurs années. Et ce que je voudrais pas oublier, et d'ailleurs bien sûr tu en as parlé, et c'est dans ton travail, c'est qu'aujourd'hui, qui va avoir envie dans la jeune génération de retourner à l'usine ? Alors là, pour le coup, nous, on a des usines à Rue-sur-Moselle dans les Vosges, près de Remiremont. On a, alors, ça fait un pont sur le luxe. On est basé à Romans-sur-Isère et on a un atelier de confection de jeans à Romans-sur-Isère. On a 40 machines à coudre, 2 couturières parce qu'on n'arrive pas à recruter. Pourquoi on n'arrive pas à recruter à Romans-sur-Isère ? Parce qu'on est, avec le recul, pas un bassin de vie textile, on a un bassin de vie chaussures, cuir, maroquinerie. Qui travaille dans le cuir, la chaussure, la maroquinerie dans la Drôme ? Les marques de luxe, qui sont beaucoup plus financièrement musclés que nous, qui ont un partage des richesses beaucoup moins équitable que nous, mais qui payent mieux les gens que nous, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et donc, on n'arrive pas à recruter des ouvriers, des ouvrières, des artisans, comme ils disent, eux, parce qu'ils marketent aussi ces métiers-là, dans la Drôme. Bon, c'est comme ça. Et on croyait que c'était une fatalité. Et il y a 1 an, on a décidé d'ouvrir un atelier de confection supplémentaire dans notre usine des Vosges. Donc on fait de la filature et du tissage. Et comme on grandit, que d'autres marques veulent qu'on fabrique des jeans pour elles parce qu'on cherche à relocaliser toute la filière, on a décidé de créer un nouvel atelier. Et ce nouvel atelier, on l'a mis dans cette usine des Vosges Tissage de France. Et dans les Vosges, là, il y a une culture textile très forte. Dans les Vosges, la culture textile, elle est très liée au linge de maison. Et si à Romans, c'est moins cool de faire des jeans que des sacs Vuitton, dans les Vosges, c'est plus cool de faire des jeans 1083 que du linge de maison. Et donc, du coup, on a énormément de candidatures spontanées, même de jeunes. Parce qu'à partir du moment où vous trouvez un sens à votre travail, parce que la boîte où vous bossez, elle paraît honnête intellectuellement et elle œuvre pour un projet qui vous ressemble, et dans lequel il y a un partage des richesses clean, le travail, c'est aussi un énorme moyen de se sentir utile. Et donc, si on propose du travail qui fait sens avec une rémunération juste, je ne connais pas grand monde qui préfère ne rien faire plutôt que faire quelque chose si ça fait écho à ce qu'on veut être ou partager ou donner à la société. Et donc, moi, je suis maintenant en désaccord avec l'idée que l'usine n'est plus attractive pour les jeunes. J'ai compris, grâce aux Vosges, que le sujet, ce n'était pas l'usine. Le sujet, c'est l'adéquation entre un territoire, son imaginaire, son histoire, sa culture et le projet industriel qu'on porte sur ce territoire. Merci Thomas. Ouais. Oui, Je peux ajouter juste une petite chose à ça. Je pense qu'il y a évidemment du coup l'attachement à l'entreprise dans laquelle on va travailler et peut-être repenser un peu les métiers industriels, puisque dans l'industrie textile, dans l'industrie, on a un gros découpage des tâches avec des ouvriers qui sont généralement monotâches, si je emploie un mot un peu moche, mais et en fait, peut-être que pour rendre un peu plus attractif ce genre de métier, il faudrait plutôt des formations un peu plus globales qui leur permettent de toucher un peu à plusieurs métiers au sein d'une usine et pouvoir un peu se réinventer. En fait, faire des tours de responsabilité ou de postes, quoi, de faire tourner les postes au sein des usines. Je ne sais pas si c'est faisable et si c'est facile à faire. Mais je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses. Pardon, je ne veux pas monopoliser, mais juste, je vais juste réagir là-dessus. De la même manière que je suis contre l'idée qu'on se dise que le Made in France, c'est cher, il suffit d'aller dans un supermarché pour voir qu'il y a plein de produits alimentaires qui sont faits en France et qui ne sont pas chers. Il suffit de comparer les prix des voitures françaises avec les voitures allemandes pour s'apercevoir qu'on n'a pas les plus chères. Et les voitures allemandes, on ne dit pas qu'elles sont chères, on se dit juste qu'elles sont de qualité. Donc à mon avis, on se fouette avec ce sujet du prix. Je trouve que c'est pareil avec les métiers répétitifs à l'usine. Il y a plein de métiers dans des usines où il n'y a pas de répétition. Et pardon, moi quand j'étais vendeur dans mon magasin, je passais mon temps à répéter la même chose. En conférence, je passe mon temps à dire la même chose. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, un petit peu quand même. Hein, mais bon. Mais vous êtes facteur, vous passez votre temps. Donc en fait, tous les métiers ont une part de répétition. Et c'est pas grave. Enfin, dans vos quotidiens, dans nos quotidiens tous, il y a cette répétition. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas la stigmatiser dans le métier ouvrier, parce que c'est pas vrai. Je pense que c'est plus systématique à l'usine aujourd'hui, cette répétition, que dans plein des métiers qu'on partage. Un prof,
il répète tout le temps la même chose chaque année. Mais il a le droit d'adorer ça, en fait. Oui, ça. mais... Alors, il y a des programmes qui changent, heureusement. Il y a un peu de vie grâce au gouvernement, ça fait des... et il donne ses cours et il corrige ses copies. Là où l'industrie, on a un peu divisé ça en quelqu'un donnerait le cours et quelqu'un d'autre corrigerait les copies. C'est un peu ça que je... Ça dépend des usines. Voilà. On va être obligé de continuer le débat autrement avec la salle. Je veux juste ajouter, il y a ce mot qui a surgi, mais qui était déjà là en filigrane, hein, question territoire-lieu. Et je pense que par rapport à un certain nombre d'ambiguïtés, c'est cette question de penser les lieux et les territoires. Ça fait le lien avec tout le fil directeur d'Alberto sur l'habitat, parce qu'on n'habite pas dans un espace abstrait. Et d'ailleurs, dans la chaire, on a créé un format qui est les visites de terrain. On va sur un terrain, on apprend à observer, à décrire autour de nous, et on est en train collectivement, avec Bruno Latour en particulier, on veut écrire un livre de géographie, où on part de lieux, où on fait un peu de la géographie à l'ancienne, mais totalement repensée. Et c'est pas un hasard, il y a des choses, je pense que c'est une des clés. J'ai suivi avec très grand intérêt le débat, donc merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir soulevé la question politique, parce que dans la problématique que vous avez soulevée, et qui est la problématique qu'on trouve aussi dans l'encyclique du pape François, c'est qu'on espère les grands changements par les conversions d'en bas. Donc, par l'éthique individuelle, arriver à changer les politiques internationales. Moi, personnellement, je suis dubitatif, parce qu'il faut des directions, il faut des visions, il faut des politiques. Le deuxième gros problème que je vis, que je peux voir, c'est le gros problème entre, justement, et c'est un combat, là, dans nos sociétés avancées, entre éthique, ou au pluriel, et morale. C'est-à-dire que nos éthiques, la mode éthique, l'éthique de la mode, etc., risquent de devenir des nouvelles morales telles que les morales enseignées par les religions et qu'on en a souffert, on continue à en souffrir, ont imposé dans les sociétés. Alors il faudra vraiment être vigilant à ce que les éthiques individuelles, parce qu'il peut y avoir l'éthique de la mode, l'éthique de la nourriture, etc., comment articuler les différentes éthiques individuelles de surcroît, parce que dans la modernité, l'éthique n'est presque qu'individuelle, avec le risque de moralisation, de moralité. C'est ce que je lisais entre les lignes à plus haut niveau, je veux dire plus haut, c'est pas plus important, mais de loin, presque philosophique et sûrement théologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour cette table ronde.